toujours concernant la Syrie et la politique de la France, la France a été même quasiment encore plus loin que les États-Unis, avec Laurent Fabius qui affirme que Bachar al-Assad ne mérite pas d'être sur cette terre, ou encore après l'attaque d'Al-Ghouta en août 2013 qui avait été a priori faussement attribuée à Bachar al-Assad, la France était prête à partir en guerre. Mais là par contre, ce sont les États-Unis qui ont freiné François Hollande. Pourquoi ne pas avoir profité de cette opportunité pour avoir lancer une offensive? Pour lancer une offensive je veux dire, au moment de l'affaire d'Al-Ghouta. Oui, non, mais en effet, mais les Russes sont arrivés et ont fait une porte de sortie qui fonctionnait merveilleusement bien. Et je pense que c'est après ça qu'on attaque la Russie. C'est comme si la Russie avait commis le crime impardonnable. Ils avaient offert un voie vers la paix. Parce que, évidemment, cette affaire de... Je ne peux pas raconter tout ça, mais en effet, il y avait un moment où on semblait aller vers un processus de paix. Le Parlement britannique ne voulait pas que l'Angleterre bombarde la Syrie et il y avait des signes que le Congrès allait dans le même sens et dit non, on ne veut pas. Et la Russie a offert cette solution qui était vraiment, qui marchait. Les Syriens acceptaient, tout ça a fonctionné. C'était un exemple à ce qu'on peut faire pour la paix. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'on a? Ukraine. On a la crise ukrainienne pour stigmatiser la Russie. On ne peut pas, les Russes, c'est terrible, oh, c'est eux qui font la guerre, etc. Tout ça était pour saboter la possibilité de paix au Moyen-Orient. Et de créer un autre foyer de guerre qui est encore plus dangereuse. Il y a des possibilités agricoles. Les sociétés américaines sont déjà là pour prendre en main l'agriculture. Et puis l'exporter vers l'Europe. Ça peut casser, ça peut faire beaucoup de dégâts à la France. Si les céréaliers américains ils s'installent en Ukraine pour casser le marché céréalier des Français en Europe. Parce que l'Ukraine a des vastes terres qui sont mal gérées, mais avec la gestion américaine. Et puis, tout ça, donc ça a un potentiel économique pour les sociétés américaines qui maintenant contrôlent le pays. C'est pour ça que les Américains ont chassé les Allemands, parce que les Allemands avaient investi politiquement avec ce sportif Klitschko. Et c'est quand Victoria Nuland, son célèbre conversation de téléphone, quand au dehors les Européens, c'était ça, c'est-à-dire que ce sont nos marionnettes et pas les marionnettes allemandes. Et en effet, ils ont mis leurs pions. Les Allemands, en Allemagne, il y a une grande opposition à cette politique dans la population. Mais il paraît que toute la classe politique et médiatique suit les Américains. Et il doit y avoir une entente entre les Américains et les Allemands pour partager le gâteau quelque part. Les Français, je pense, sont complètement perdants. Ils perdent leur marché russe et je vois qu'ils ne gagnent rien. Leur agriculture paiera le prix. Pour la France, c'est une perte sec. Je vois aucun intérêt. C'est seulement que les Français n'ont pas de politique en ce moment.
ils suivent. Vraiment, les Italiens ne sont pas contents, l'Europe du Sud n'est pas contente, mais on a mis un Polonais dans une position importante. L'Europe, maintenant, ce n'est plus le noyau européen, c'est maintenant les États baltes et la Pologne qui sont vraiment inféodés aux Américains, qui dirigent la politique internationale de l'Union européenne, telle qu'elle est. Mais la France n'a vraiment pas de politique internationale propre en ce moment. Je ne sais pas comment on est arrivé là, mais c'est vraiment catastrophique pour le pays. Et c'est parce que l'Europe, étant donné qu'elle l'Europe pourrait compter uniquement s'il y avait une opposition en Europe à la politique américaine. C'est une seule chose que l'Europe pourrait être une force pour la paix, mais en suivant les États-Unis. L'Union européenne a largement été poussée par les États-Unis. Ah oui. Généralement en France, on nous apprend que voilà, l'Union européenne c'est fait pour faire contrepoids aux États-Unis. Mais la vérité, c'est que ça a été davantage pour vassaliser tous ces pays et rendre encore plus difficile la gouvernance au sein du continent. Mais oui, oui, je ne sais pas, il y a énormément d'illusions. Le problème, ça c'est une des raisons profondes que la France n'a pas de politique. Parce qu'il y a tellement de mythes. Aux États-Unis, mais même pour ces guerres, la Syrie, par exemple, il y a une division dans la classe dirigeante aux États-Unis. Il y a mais il y a des gens qui sont contre tout ça et qui s'expriment. Ils sont en minorité, ils sont au pouvoir, mais il y a vraiment des différences d'opinion. En France, il y a une monotonie conformiste. Et dans ces conditions, c'est terrible. Et c'est parce qu'il y a des mythes. Il y a le mythe de l'Europe, c'est merveilleux. L'Europe, c'est merveilleux parce qu'on a le choix. Ou c'est l'Europe ou c'est la guerre. Ou c'est l'Europe où les Allemands et les Français vont se rencontrer encore à Verdun. Hein? On va refaire l'histoire du XXe siècle jusqu'au dernier. Ah oui, il y a Auschwitz, il y a tout le mal du XXe siècle se reproduira certainement s'il n'y avait pas l'Europe. Alors ça, c'est vraiment un conte pour des petits enfants. Ça n'a rien de vrai. Évidemment, il n'y a pas les mêmes choses qui ne vont pas arriver, pas les poser. Mais en effet, au lieu de ça, on se met dans les bras du sauveur, le sauveur américain. Mais je fais cette observation. Quand un pays vous libère, il est un libérateur. Quand il reste 50 ans, 60 ans, il n'est plus un libérateur, c'est un conquérant. Les États-Unis ne sont plus le libérateur de l'Europe, ils sont le conquérant. Ils sont restés, ils sont les bases militaires, ils sont toujours là, ils disent ce qu'il faut faire. Ils ont conquis l'Europe. De Gaulle avait eu le courage de demander justement aux militaires américains de dépasser leur base du pays. Mais oui, mais il a perdu. Il a perdu parce qu'il avait son allié ennemi qui était le Parti communiste français, qui avait ses raisons d'être patriote, si tu veux. Alors, après 68 a balayé de Gaulle et le Parti communiste et tout ce qu'il représentait et la fierté de la France. On ne parlait plus de la résistance, on ne parlait plus de Pétain. Il faut être dans une honte perpétuelle
à cause de Pétain, parce que c'est nous, et la France est devenue malade de culpabilité. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de politique internationale. Parce que pour avoir une politique, il faut... Notre pays, c'est quelque chose... Non, 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 on a honte, on craint de refaire ce qu'on avait fait dans le passé. Donc il faut mieux... l'Amérique est là, l'Amérique nous sauve. L'Amérique peut décider, il faut suivre l'Amérique. Et maintenant, mais c'est un infantilisme dans ce pays. C'est triste à voir. Comme beaucoup d'étrangers, je suis venue en France avec une illusion de la France. Je défendais De Gaulle quand j'étais aux États-Unis, j'étais prof de français, littérature française, et je défendais De Gaulle. Je défendais De Gaulle quand il est attaqué, parce qu'il a été attaqué aux États-Unis, un peu comme on attaque Poutine maintenant. Pas si féroce, mais parce que De Gaulle s'est opposé à la politique américaine en Indochine. Alors, il faut plus manger les fromages français, il faut plus boire du pain français. Et il y avait tout ça. Bon, c'est rien à ce qu'on dit contre Poutine maintenant, mais c'était dans le même genre. Mais c'est pas seulement ça, parce que j'avais la littérature française, l'histoire française, tout ça. Et beaucoup de gens dans le monde ont une idée de la France qui est en train de disparaître complètement. C'est tragique. Les étrangers qui sont ici et les étrangers là-bas, l'idée de la France, c'est en train de disparaître. Et au lieu de ça, les Français ont le rêve américain qui est qui ne mène nulle part, qui ne mène à un sens d'infériorité. Parce que l'Amérique est plus grand, plus fort, et nous ne sommes rien. Non mais c'est vraiment terrible, parce que la France pourrait être quelque chose. Mais si seulement se perdre dans l'Europe, c'est rien. Peut-être une question conclusive pour rebondir sur ce que vous disiez, que la France n'était plus tellement à la hauteur de son histoire. Il y a eu les événements de Charlie Hebdo et le pouvoir a organisé une grande manifestation où tout le monde était invité à venir, où c'était voire même un devoir. Où les gens manifestaient notamment pour la liberté d'expression. Oui. Et puis depuis ces événements, on se rend compte que cette liberté d'expression a pris un coup dans l'aile. Il y a eu évidemment la garde à vue de l'humoriste Dieudonné, mais on a aussi des dizaines et des dizaines de cas avec parfois des cas absolument hallucinants, des enfants de 8 ans, 9 ans qui sont convoqués devant la police. Selon vous, quels sont les risques qui vont se profiler dans les mois à venir si le gouvernement continue d'orienter cette voie liberticide? Mais je ne fais jamais des prévisions, parce que je trouve que le monde est plein de surprises. Je compte sur les surprises. J'espère les surprises. L'événement de l'attaque contre Charlie Hebdo, c'était une surprise, une mauvaise surprise. Mais je dis que, en effet, on a tendance à avoir beaucoup de mauvaises surprises et pas de bonnes. Mais je ne sais pas. J'espère toujours que tout ça va réveiller les gens. J'espère toujours que les gens vont se réveiller. Mais ce que je remarque, c'est avec cette affaire les profs semblent étonnés qu'il y a des attitudes des jeunes. Ils regardent Internet. Ça montre, en effet, on est en train de découvrir
une division de génération. Et la réaction est de le supprimer, de dire aux jeunes non, il ne faut pas penser ça, il faut pas. C'est comment obliger les jeunes de sentir comme nous, de penser comme nous. Et franchement, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Parce que historiquement, ce genre de conformisme enseigné a tendance à créer le contraire de réactions. Je ne pense pas que c'est vraiment le rôle de l'école d'enseigner aux jeunes qui doivent aimer Charlie Hebdo. Je trouve ça... Et aussi, même une minute de silence. Écoute, chacun se rappelle d'être enfant, mais est-ce que quand vous étiez jeune, les minutes de silence, moi dans les minutes de silence, quel que soit le cas, quand j'étais jeune, j'avais le fou rire, qui est ce que je n'aimais pas les minutes de silence. Bon, mais il y a des gens qui aiment ça, qui n'aiment pas ça. Quel que soit le cas, ça n'a rien à voir avec comme juge mais on ne veut pas, certains ne veulent pas être comme tout le monde, ne veulent pas avoir les sentiments de tout le monde. Et si on va commencer par trouver les gens qui sont un peu pas conformistes, pour les obliger d'être conformistes. Certains ont dit d'ailleurs, je crois que c'est Sarkozy, il faut presque traquer ceux qui ne sont pas Charlie. Exactement, certains disent ça. Et je trouve que c'est exactement ce que ce pays, dans ce que ce pays n'a pas besoin de ça. C'est déjà, il y a trop de conformisme dans ce pays. Et maintenant, on va l'intensifier. Je peux pas, je ne sais pas. Je trouve que c'est absolument pas ce qu'il fallait faire. Et surtout un conformisme autour de quelque chose qui est une chose qui n'a vraiment pas de valeur. La seule valeur qu'on peut trouver en c'est la liberté d'expression. C'est exactement ça qu'on est en train de contrer. Parce qu'il n'y a pas d'autre valeur dans Charlie Hebdo. C'était un canard, négatif. Contre tout, je pense que beaucoup de jeunes n'aimaient pas ça, question de goût, non pas pour des raisons de religion, ça, mais je trouvais que c'est de mauvais goût. On peut ne pas aimer ça, on trouve que c'est mal poli. On n'est pas obligé d'aimer quelque chose comme ça. Si c'était Léonard de Vinci, peut-être, mais franchement, si on fait que toute la France doit aimer Charlie Hebdo, c'est vraiment, on est tombé bien bas. Diana Johnston, je vous remercie d'avoir accordé cet entretien à l'agence Info Libre. Votre ouvrage sur Hillary Clinton est censé paraître quand? En français, il doit paraître en septembre prochain. Très bien, et bien, nous aurons certainement l'occasion de nous revoir d'ici là. Oui. On vous remercie. Je vous remercie à vous.